Ça fait un moment que j'y pense, mais j'avais envie de traiter du lore de certains jeux qui me tiennent à cœur et c'est ce que je compte proposer avec la série Les Maîtres du lore. Alors n'hésitez pas à me dire si vous aimez le concept dans les coms. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Soul Blade, également connu sous le nom de Soul Edge au Japon, est un jeu de combat développé par Namco Bandai et sorti en 1995 sur les bornes d'arcade. Il a ensuite été amélioré avec la version Soul Edge version 2 en 1996 et adapté sur PlayStation. C'était le premier opus de la saga Soul Calibur qui allait devenir très populaire. Il est le deuxième jeu de combat en 3D où les personnages se battent en utilisant des armes blanches. Le casting est varié, comprenant 12 personnages jouables, dont certains sont cachés, provenant de différentes régions du monde et possédant des styles de combat uniques. On trouve ainsi des combattants d'Asie, tels que la Corée, la Chine ou encore le Japon, d'Europe avec l'Italie et l'Espagne, et même des combattants du Nouveau Monde. L'intrigue du jeu se déroule au XVIe siècle, une période rarement explorée dans les jeux de combat de l'époque, qui avait plutôt tendance à se dérouler à l'époque contemporaine. Cela confère à Soul Blade un caractère unique. De plus, le jeu mélange habilement des événements historiques réels avec une histoire totalement fictive, c'est ce que l'on appelle une uchronie. Le jeu comporte un mode arcade qui constitue le mode histoire où le joueur se bat contre 8 combattants, menant à une cinématique de fin interactive avec 2 fins différentes en fonction des inputs du joueur. En se basant sur le manuel et la cinématique, on peut se faire une idée de l'histoire de chacun des personnages. Toutefois, dans la version améliorée du jeu Soul Edge version 2 sur PlayStation 1, le mode Edge Master a été ajouté, offrant ainsi du lore plus approfondi pour chaque personnage. Ce mode propose des défis spéciaux pour chaque combat et permet de collecter différentes armes. L'histoire est présentée sous la forme d'un livre où l'on découvre l'origine des personnages, leur motivation et leur évolution tout au long de l'aventure. La fin de chaque personnage est également racontée à travers un texte défilant plutôt qu'une cinématique animée. Une dernière chose, le jeu PS1 propose 3 bandes son différentes au choix que j'ai utilisées tout au long de la vidéo. Il y a les musiques originales provenant du jeu arcade, les musiques Arrange, apportant plus de modernité aux sons originaux, et enfin la version Can Super Session avec de toutes nouvelles musiques. Bon, on s'amuse bien, mais allons droit au sujet. Mais avant de parler de l'histoire de Soul Blade en lui-même, remettons un peu de contexte. Il y a bien longtemps, une épée tout à fait ordinaire fut forgée par un forgeron dont l'histoire ne retint pas le nom. Au travers des années, cette épée fut baignée dans le sang, la haine et la mort, et manifesta une volonté maléfique propre à elle-même. L'épée maléfique fut connue sous le nom de Soul Edge. Les années passèrent et l'épée connut de nombreux porteurs. L'épée apparut de nombreuses fois au travers de l'histoire, semant chaos et guerre derrière elle. En l'an 1559, Cervantes de León, un pirate connu pour son règne de terreur sur l'océan Atlantique,
Voilà Soul Edge qui avait maintenant pris la forme d'une paire d'épées jumelées. Les 25 années qui suivirent, le pirate les passa dans une ville portuaire espagnole après avoir massacré ses habitants, acceptant de combattre toute personne venant pour son épée afin de nourrir Soul Edge de leur âme après les avoir tués. Avec le pouvoir grandissant de Soul Edge et les rumeurs concernant son pouvoir légendaire, de nombreux guerriers partirent à la recherche de l'épée pour leurs propres raisons. Parmi ces combattants, l'assassin chinois Li Long trouva Cervantes le premier et le défia. Ce dernier subit une cuisante défaite et fut gravement blessé par le pirate. Ce fut finalement Sophia Alexandra, missionnée par son dieu Héphaïstos, qui confronta Cervantes. La bataille fut acharnée, mais Sophia réussit à détruire la plus petite des lames jumelées. Empli de douleur et aveuglé par la rage, Cervantes vainquit Sophia et la battit presque à la mort. Cependant, Cervantes fut vaincu avant de pouvoir l'achever lorsque la ninja Taki arriva et abattit Cervantes, sauvant Sophia. À cause de la blessure sévère de Sophia, Taki n'a pu que la transporter dans un lieu plus sûr, laissant l'épée maléfique derrière elle. Peu de temps après, Siegfried Stauffen arriva, également à la recherche de Soul Edge. Trouvant l'une de ses lames à côté du pirate mort, Siegfried tenta de la saisir. Toutefois, le pouvoir de Soul Edge prit possession de Cervantes, le ramenant comme une poupée au service de l'épée. Siegfried se battit vaillamment contre l'épée maléfique elle-même et fut victorieux, mais la victoire fut de courte durée. Quand Siegfried voulut récupérer son dû, il fut submergé par son pouvoir maléfique. Peu de temps après, un rayon de lumière apparut dans le ciel. Personne ne le savait, mais ce magnifique spectacle serait la source d'une grande terreur pour le monde entier. C'était l'avènement de la graine du mal. Voici l'histoire telle qu'elle s'est passée dans Soul Blade et qui se poursuit dans Soul Calibur. Mais explorons maintenant les histoires individuelles de chaque personnage. On peut imaginer ce qui se serait passé s'ils avaient atteint Soul Edge en premier. Bien que tous les personnages se soient rencontrés et affrontés à différents endroits de la planète dans le canon de l'histoire, les combats spécifiques du canon ne sont pas connus, ce qui entraîne des contradictions entre les différentes voies narratives. Cependant, ce qui reste canon dans ces routes, ce sont les histoires personnelles et les motivations individuelles de chaque personnage. Mitsurugi est le quatrième fils d'un fermier de Bizen au Japon. Après de nombreuses années à voir son pays natal ravagé par la guerre, il décida de devenir un samouraï. Après la mort de ses parents lors de ses 14 ans, il prit une épée et le nom de Mitsurugi. Il s'en alla pour se faire entraîner par le puissant chef militaire du clan Murakami. À ce moment, le Japon était au milieu de l'ère Sengoku Jidai, signifiant l'époque des provinces en guerre, dans lequel les daimyo, les seigneurs féodaux des différentes provinces japonaises, essayaient d'atteindre le titre de shogun pour gouverner le Japon tout entier. Mitsurugi était une force de la nature sur les champs de bataille et les rumeurs à son sujet se répandirent rapidement, le décrivant comme un guerrier capable de faucher ses adversaires comme des champs de blé et fut noté par Uesugi Kenshin et Oda Nobunaga comme un formidable soldat. Il reçut de nombreuses distinctions et éventuellement atteignit le rang d'officier dans les forces armées japonaises, mais son réel désir était de trouver un adversaire digne de ce nom. Après avoir quitté le clan Murakami, Mitsurugi continua de se battre dans toutes les guerres du Japon en tant que mercenaire. C'est à cette époque qu'il apprit l'existence d'une nouvelle arme dont on disait qu'elle allait changer la façon dont les guerres sont menées, l'arme à feu appelée Tanegashima à cette époque. L'introduction des armes à feu fut un événement majeur pour l'histoire du Japon, particulièrement dans cette époque de guerre civile. Il avait d'abord rejeté cette arme comme une nouveauté, mais il a vite appris qu'elle était capable d'anéantir la cavalerie de Takeda lors de la bataille de Nagashino. Il pressentit que l'arrivée du fusil dans la guerre courante le mettrait sur la paille, alors il décida que le seul moyen de lutter contre cette arme était de trouver une arme plus puissante, l'épée enchantée de légende Soul Edge. Malheureusement pour lui, Mitsurugi ne trouva aucune trace de l'épée du héros lors de sa quête, et il commença à accepter des tâches inutiles pour passer le temps. L'une d'entre elles consistait à garder un château voisin pendant la nuit. Une autre, à aider les forces du marquis espagnol André à assiéger le château d'Ostrensburg de Sir Stéphane. Frustré de n'avoir trouvé aucun signe de Soul Edge, il rentra chez lui et provoqua en duel Tepohe, un homme maniant le fusil Tanegashima, afin de prouver qu'il n'avait pas besoin de Soul Edge pour battre le fusil. Cependant, il subit une défaite embarrassante devant son seigneur, l'obligeant à partir honteux dans une seconde quête pour perfectionner son art du sabre afin de pouvoir éventuellement vaincre le fusil. Dans le mode arcade de Mitsurugi, lorsqu'il arrive devant Soul Edge, il réalise que ce dernier est maléfique et décide de le détruire. Ensuite, il décide de se battre en duel contre Tepohe. Dans sa mauvaise fin, le résultat de ce duel est le même que dans l'histoire canon. Il perd et part à nouveau dans une nouvelle quête. Dans sa bonne fin, cependant, Mitsurugi bat le carabinier d'un coup d'épée fatal, et il réalise que l'arme utilisée n'a pas d'importance. Il décide de s'entraîner à nouveau, tenant son katana fièrement en direction du ciel. Ce n'est peut-être pas évident pour les occidentaux, mais Mitsurugi est inspiré du personnage historique Miyamoto Musashi, le plus célèbre escrimeur du pays, qui lui aussi vivait pendant la période Sengoku Jidai. Dans la version coréenne de Soul Blade, Wang remplaçait originellement Mitsurugi car la dépiction des samouraïs est un sujet plutôt sensible dans la culture coréenne, en partie à cause des événements de cette période historique.
Devenue orpheline à un jeune âge, Taki fut élevée par un maître ninja du nom de Toki. Formée aux techniques des ninjas, elle devint une experte en espionnage et une tacticienne hors pair grâce aux techniques enseignées par Toki, dont le clan vivait en reclus. De nombreux membres du clan Fuma possédaient des capacités extraordinaires qui avaient été perdues ou oubliées par la population générale. Taki, doté de pouvoirs surnaturels, décida de parcourir le Japon pour vaincre les démons qui menaçaient les gens ordinaires. Pour l'aider dans sa tâche, elle forgea avec amour et soin ses propres armes, dont sa préférée, une épée courte au pouvoir surnaturel du nom de Reikimaru. Un jour, Toki convoqua soudainement tous les membres du clan pour une réunion, annonçant qu'un homme du nom de Hachibe, qui avait autrefois dirigé le clan ninja avec Toki, avait volé le ninjato spirituel appelé Mekimaru, et s'est enfui avec sa fille Chie. La loi ninja stipulait qu'il était impossible de quitter le clan jusqu'à la mort pour conserver le secret de leur existence, et désobéir revenait à devenir un nukenin, c'est-à-dire des ninjas renégats. Ainsi Toki, conformément au code du ninja, ordonna au clan de traquer Hachibe et Chie, de les tuer et de récupérer le sabre spirituel Mekimaru. Bien qu'il s'agissait de la procédure normale dans cette situation, quelque chose dans les yeux de Toki amena Taki à se méfier de son père adoptif pour la première fois. Hachibe s'avéra être un homme difficile à trouver car son habileté à rester caché était la plus grande du clan. Taki, grâce à son sixième sens et son énorme réseau de renseignements, finit par trouver quelques pistes. Chie avait été son ami d'enfance et en suivant sa trace, Taki put localiser Hachibe. Les deux ninjas renégats tenaient une petite échoppe sur une route déserte. Un homme puissant du nom de Li Long vivait avec eux à l'époque, et Taki attendit que l'homme soit parti pour confronter Hachibe. Hachibe fut d'abord surpris de voir Taki, mais son visage se remplit rapidement de soulagement lorsqu'elle lui demanda simplement de lui donner le Mekimaru. Avant de le faire, Hachibe révéla à Taki que Toki avait été possédé par la folie et que Mekimaru exerçait désormais un dangereux contrôle sur le seigneur ninja. Elle repartit en laissant Hachibe et sa fille en vie, expliquant à Toki que l'amant chinois de Chie avait pris le sabre et les avait tous deux assassinés. Lorsque Toki entendit cela, il souria et ordonna au clan de poursuivre Li Long et de le tuer également. Lorsqu'il donna cet ordre, Taki réalisa que Toki n'était plus l'homme qu'elle connaissait. La seule explication était qu'une source extérieure affectait le Mekimaru, la faisant résonner avec le mal et déformant son père adoptif. Ayant entendu des rumeurs sur l'épée maudite, Soul Edge, Taki était persuadé qu'il s'agissait de la source du mal, et s'est donc mis en route pour trouver l'épée et la détruire. Depuis quelque temps, Taki avait remarqué que son épée préférée, Reikimaru, se comportait étrangement. Sa puissance autrefois considérable s'était affaiblie. Lorsqu'elle avait été appelée pour tuer les démons furies enfermés dans un temple, elle avait à peine réussi à les vaincre et à sceller les portes. Cependant, après les révélations du Mekimaru, Taki était sûr que Soul Edge affectait également sa propre épée. Elle avait donc deux raisons de s'attaquer à la lame légendaire. Bien que cela ait pris du temps, Taki a fini par retrouver Soul Edge dans une ville portuaire abandonnée en Espagne. En arrivant sur les quais, elle découvrit un pirate affaibli qui se tenait au-dessus d'une jeune fille blessée. Et à la surprise de Taki, dans ses mains se trouvait l'épée démoniaque qu'elle recherchait. Avant que le pirate Cervantes ne puisse porter le coup de grâce à la jeune fille en dessous de lui, Taki l'interpella. C'est ainsi que commença un combat comme Taki n'en avait jamais connu auparavant. Bien qu'elle ait amélioré son armure pendant des années, celle-ci était conçue pour combattre des fantômes et des démons de moindre importance, et commençait à se fissurer sous l'effort. Ses sorts de scellement s'avérèrent inutiles et son Reikimaru avait presque perdu toute sa puissance. Cependant, le combat de Cervantes contre Sofitia l'avait sérieusement épuisé et Taki finit par lui asséner un coup fatal, faisant hurler de douleur le pirate fou qui s'effondra au sol. Bien qu'épuisé par l'épreuve, Taki parvint tout de même à transporter Sofitia blessée hors du port. Alors qu'ils partaient, ils entendirent une immense explosion d'énergie maléfique derrière eux, qui s'avéra être la libération de la canne du mal. Une fois à la bonne distance, Taki retira les éclats de Soul Edge qui avaient criblé le corps de Sofitia et soigna ses blessures. Elle accompagna Sofitia jusqu'à sa famille puis partit pour le Japon avec les éclats de la lame désormais détruite. Taki espérait qu'avec la destruction de Soul Edge, le Mekimaru était revenu à la normale et que Toki serait à nouveau lui-même. Dans le mode arcade de Taki, lorsqu'elle parvient à battre Soul Edge, Reikimaru se brise dans ses mains. Se réjouissant de la destruction de la lame de Taki, les démons qu'elle avait l'habitude de chasser en profitèrent pour prendre possession de l'épée démoniaque, la faisant flotter dans les airs, prête à attaquer Taki dans le dos. Dans sa bonne fin, elle les attrape juste à temps et les purifie. Se demandant si elle peut utiliser les épées, elle retourne chez elle et forge les lames jumelées en une seule épée. Dans la scène suivante, un démon apparaît et elle le bat en utilisant sa nouvelle arme, utilisant sa phrase fétiche « L'acte est accompli ». Dans sa mauvaise fin, les événements se passent de la même façon, sauf qu'elle décide de ne pas dégainer son arme pour sceller le démon, utilisant ses pouvoirs surnaturels à la place. Après la mort du grand Heihaku, le troisième empereur de la dynastie Ming, la Chine fut livrée au pillage des pirates du sud du Japon, appelés Wako.
Li Long fut engagé par l'empereur pour une mission privée afin d'assassiner le chef des pirates, ainsi que de ramener l'épée valeureuse, la dénommée Soul Edge, chez lui. Ne s'étant jamais vraiment intéressé à Soul Edge, il ne s'occupa que des pirates, mais aussi des daimyo. Cela ne faisait pas partie de la mission, mais il n'y avait aucun doute dans son esprit qu'il réussirait. Cependant, Long n'était pas aussi puissant qu'il ne le pensait et une attaque contre le chef d'une puissante famille de Honshu échoua lamentablement. Grièvement blessé, il fut sauvé par une jeune fille nommée Chie. Chie était la fille de l'ancien chef du clan ninja Fuma à Tibet, travaillant actuellement en tant qu'aubergiste. Chie avait été traumatisée par la mort de sa mère lorsqu'elle était enfant et avait définitivement perdu l'usage de la parole. Elle se consacra aux soins de Li Long et ils finirent par tomber amoureux l'un de l'autre. Li Long resta auprès de Chie longtemps après avoir été remis en état de voyager. Un jour, alors que Li Long était sorti, une bagarre éclata à l'auberge. On pensait que Chie avait été tué et Achibei, blessé, raconta à Li Long qu'un épéiste errant avait commencé le combat et était parti. Les témoins pensaient qu'il s'agissait de Eishiro Mitsurugi, mais de toute évidence, Mitsurugi n'était pas le seul épéiste à errer dans le pays. En réalité, l'épéiste était un ninja du clan Fuma envoyé par son chef Toki afin de récupérer le ninjato Mekimaru que Achibei avait volé. Li Long entreprit de se venger au nom de Chie, apprenant en cours de route que Mitsurugi était à la recherche de Soul Edge. Li Long décida de trouver l'épée en premier, car s'il la voulait, Mitsurugi serait obligé de venir le combattre, et s'il s'avérait que Mitsurugi n'était pas responsable de la mort de Chie, il chercherait tous les épéistes jusqu'à ce qu'il obtienne sa vengeance. Au cours de son périple, il arriva à Valence, en Espagne, où il trouva le terrible pirate Cervantes de León, possesseur de Soul Edge. Il tenta de lui voler la lame maléfique et se retrouva dans une bataille féroce avec le pirate, mais fut rapidement vaincu par la puissance écrasante de l'épée et tomba au sol, trempé de sang, appelant le nom de Chie. C'est à cet instant précis que Chie se réveilla dans un monastère de Honshu. Elle avait peut-être de graves cicatrices dans le dos, mais était en vie. Elle finit par apprendre que Long avait malencontreusement cherché à venger son nom. Elle attendit son retour pendant un mois lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte de lui. Après sa totale défaite face aux pirates, Li Long prit la fuite et Cervantes le poursuivit, mais abandonna après un certain temps, sans doute à cause de la présence de Sophia Alexandra. Avant de s'évanouir, Li Long jeta un coup d'œil en arrière et aperçut une colonne lumineuse provenant du port, la graine du mal. À son réveil, il se rendit compte qu'il souffrait non seulement physiquement mais aussi mentalement. Il se demanda si ses actes étaient justes et non des atrocités, et sa confiance s'effondra tandis que son moi intérieur se consumait. Incapable de repousser les assassins qui le pourchassaient, il s'enfuit dans la nuit, déguisé et sous un faux nom. Dans le mode arcade, après avoir battu Cervantes et Soul Edge, Li Long se retrouve gravement blessé. Dans sa mauvaise fin, Li Long décède de ses blessures et la scène change, montant Chie seule dans un champ. Elle se met à pleurer en se demandant où se trouve Li Long. Elle se rend compte qu'elle ne va peut-être plus jamais le voir et réalise qu'elle porte son enfant. Dans sa bonne fin, Li Long se met debout et aperçoit l'illusion de Chie. Alors qu'il se lève pour l'embrasser dans ses bras, il se rend compte qu'il tient la plus grosse lame de Soul Edge. La plus petite lame se lève dans les airs et lui parle avec la voix de Chie, lui demandant de revenir vers elle. Li Long prend Soul Edge et s'en va. Song Mina est une jeune fille proficiente dans le maniement de la hallebarde chinoise appelée Guan Dao. Fille du maître de son dojang, elle fut rejetée de l'armée à cause de son genre. Écoutant la conversation de son père avec le guerrier Wang, elle apprit l'existence d'une rumeur à propos d'une épée du salut capable de sauver leur pays et décida de partir à sa recherche pendant la nuit. Si elle ne pouvait pas faire ses preuves dans l'armée, alors elle les ferait en trouvant l'épée du salut. Canoniquement, Wang, apprenant l'invasion japonaise de la Corée, la ramène au pays avant qu'elle ne tombe sur Soul Edge. Dans le mode arcade, parvenant à battre Soul Edge, elle s'exclama joyeusement « J'ai réussi, père ». Mais n'arrivant pas à soulever l'épée du patriote, que ce soit la petite ou la grande lame, elle se demanda si ces lames étaient réellement capables d'aider son pays au vu de la destruction qu'elles avaient causée. Énervée, elle dégagea les lames d'un coup de pied et repartit à la maison sans elles. Ainsi, elle retourna au dojang familial discrètement mais se fit repérer par son père qui semblait vouloir la sermonner. Soudainement, il l'attaqua d'un coup d'épée. En fonction des inputs du joueur, il y a deux fins. Soit elle n'arrive pas à éviter l'attaque et est forcée de s'entraîner en punition, ce qui est assez similaire avec ce qui lui arrive canoniquement lorsqu'elle rentre chez elle, soit elle arrive à éviter l'attaque soudaine et son père reconnaît sa valeur en tant que guerrière, ce qui la rend heureuse pendant un instant, jusqu'à ce qu'il mentionne qu'il peut enfin procéder à son mariage arrangé à Wang. Elle poursuit son père en protestant mais finit par prendre la fuite à nouveau, laissant une note derrière elle pour son père lui disant de ne pas vouloir se marier à Wang, et avoir encore énormément de choses à apprendre que ce soit physiquement ou spirituellement. Elle décide donc de partir en voyage d'apprentissage. Cette fin est également très similaire à l'histoire canon puisque cet événement arrive dans Soul Calibur mais pour des raisons différentes.
L'histoire de Wang se recoupe avec celle de Mina. Il est né de parents pauvres mais qui avaient un grand sens de la justice. Malheureusement, cette résolution les mena à leur perte. S'endurcissant en grandissant, il finit par s'inscrire dans le Dojang Seong pour apprendre à utiliser l'épée longue. Il ne tarda pas à devenir le meilleur élève et fut jugé assez bon pour recevoir des leçons privées du maître lui-même, Song Han-myong. Le maître était heureux d'avoir un élève aussi doué et envisageait même de l'adopter comme son fils. Cependant, il n'eut jamais l'occasion de le faire et sa fille Song-mina n'était qu'une amie de Wang, avec un manque de désir mutuel de faire de cette relation autre chose que de l'amitié. Dans un même temps, face aux incursions croissantes des raiders japonais, une garde côtière fut rapidement constituée et dirigée par l'amiral Yu Sun-sin, Wang étant le premier à se porter volontaire. Des rumeurs concernant l'épée du salut se répandirent en Corée, et Yi Sun-sin l'envoya à sa recherche. Pendant sa quête, il reçut des nouvelles concernant l'invasion japonaise et repartit en Corée, traînant Mina derrière lui. Dans le mode arcade, lorsque Wang battit Soul Edge, il réalisa que l'épée était maléfique, mais extrêmement puissante. Avec ce pouvoir, il pourrait sauver son pays. Il y a deux fins radicalement différentes. Dans la mauvaise, il décide de ramener l'épée en Corée, en se demandant s'il arriverait à gérer son pouvoir. Revenant au Dojang, il est chaleureusement accueilli par les élèves, mais il leur dit de se taire et les frappe d'un coup d'épée. Ses yeux et ses dents suggèrent qu'il est maintenant possédé par l'épée et va probablement massacrer toutes les personnes se trouvant dans le Dojang. Dans sa bonne fin, il décide de jeter les épées à la mer. Il retourne ensuite au Dojang où on lui pose des questions sur son voyage. Song Han-myong le salue, lui dit qu'il a entendu parler de ses exploits et le remercie d'avoir sauvé le pays. Song Han-myong lui propose de l'adopter mais il refuse et rejoint la défense côtière car il a un devoir à accomplir avant de rentrer chez lui. Après la découverte du Nouveau Monde, l'Europe entra dans une nouvelle ère de commerce, art et guerre, poussée par la colonisation et la conquête. C'était un moment opportun pour faire fortune en tant que marchand. Voldo était le bras droit d'un marchand d'armes italien du nom de Verci. Ce dernier était surnommé le marchand de la mort, en raison de ses affaires avec l'armée navale espagnole qu'il fournissait en armes. Verci entendit parler d'un objet capable de satisfaire tous ses désirs, et commença à faire des plans pour obtenir l'arme mystique. Les jeunes frères de Verci s'opposèrent à ces plans, mais furent étrangement recrutés par l'armée. Verci souhaitait que Soul Edge fasse partie de sa collection d'armes rares, et il promut Voldo, son bras droit, à la tête des expéditions de recherche, s'adjoignant même les services de mercenaires ou de pirates. Verci recruta même le redoutable capitaine espagnol Cervantes de León avant de partir lui-même à la recherche de Soul Edge lorsque toutes les personnes qu'il avait engagées revinrent bredouilles. Lorsque Voldo et lui apprirent que les guerres d'Italie avaient éclaté et que les possessions de Verci étaient les premières cibles, sa colère se transforma peu à peu en folie. Toute sa fortune était perdue. Il déplaça sa flotte, sa dernière possession, sur une île inhabitée au large de la Sicile, en Méditerranée, et creusa un puits de 50 mètres de profondeur qui lui servira de coffre-fort et de caveau. Plus tard, Voldo reçut l'ordre de tuer tous les marins ayant participé à la construction pour éviter que l'emplacement du puits d'argent de Verci ne soit révélé. Puis il s'enferma avec son maître décédé. Le temps de construire ce puits, les guerres d'Italie avaient cessé mais Verci n'était déjà plus. Voldo resta scellé sous terre, se transformant en gardien du tombeau piégé, tuant quiconque s'aventurait à l'intérieur pour voler son contenu. Des rumeurs parlant d'un gardien fantôme firent le tour du monde entier. Des années plus tard, Voldo entendit la voix de son maître qui lui ordonna de chercher à nouveau Soul Edge, l'obligeant à quitter le tombeau. Scellé vivant dans le coffre-fort de son maître psychotique, Voldo perdit la raison ainsi que la vue après des années dans l'obscurité. Bien que son esprit avait disparu, son talent pour le maniement de l'épée était plus vif que jamais. Dans le mode arcade, lorsque Voldo atteint son but, il rentre au puits d'argent de Verci, Soul Edge en main. Il s'approche du trône en frottant affectueusement la lame sur sa joue, comme pour exprimer sa joie. Dans sa mauvaise fin, il se met à frotter de plus en plus fort et de plus en plus vite, jusqu'à ce que la lame se brise. Voldo tombe au sol, désespéré, alors qu'il entend la voix de son maître mort appeler son nom. Dans sa bonne fin, il place l'épée sur l'autel. Le fantôme de Verci apparaît et félicite Voldo, lui demandant de s'asseoir sur le trône et de garder Soul Edge pour l'éternité. Fils de Mr. Adams, un marchand de curiosités anglais spécialisé dans les armes rares, Nathaniel William Adams fut surnommé Rock en raison de son immense force. Ce dernier eut une enfance idyllique allant de pair avec une mère aimante. Le père de Rock avait acheté Soul Edge lors d'une vente aux enchères secrète et était en train de le ramener sur son bateau avec sa famille à bord lorsque le terrible pirate Cervantes de León attaqua.
Le père de Rock se précipita dans la salle de stockage pour cacher Soul Edge, et sa mère courut après lui pour l'arrêter, disant à Rock de rester où il était jusqu'à ce qu'il revienne. Mais il ne revint jamais, et le navire coula avant qu'il n'en ait l'occasion. Rock échoua sur le rivage du Nouveau Monde, où il apprit à vivre de la terre comme les Amérindiens le faisaient depuis des siècles. Il tenta de rejoindre l'une des tribus de la région, mais celles-ci eurent peur du géant blanc, et le seul à se lier d'amitié avec lui fut un jeune Apache, Bangu, dont les parents furent tués au cours d'une guerre tribale. Rock, alors adulte, devint une figure paternelle pour Bangu. Rock réapprit l'existence des personnes au-delà de l'océan grâce aux natifs, et des souvenirs flous de ses parents et même de Soul Edge lui revinrent. Il se souvenait avoir entendu ces mots, Soul Edge. C'étaient des mots qu'il avait souvent entendus lorsqu'il était enfant. Peut-être que s'il retrouvait ce Soul Edge, il pourrait récupérer son passé et même ses parents. Sa hache géante en main, Rock partit en voyage sur les océans en quête de Soul Edge, la clé de ses souvenirs. Lors d'un combat contre la grecque Sophia Alexandra, il se battit sans conviction. Lorsqu'elle a interrompu le combat pour lui demander pourquoi il hésitait dans ses attaques, il réalisa qu'il laissait Bangu grandir seul, et que laisser Bangu seul revenait à ne pas l'avoir adopté. Il remercia Sophia pour son aide et retourna auprès de Bangu dans le Nouveau Monde. Dans le mode arcade, Rock lève les deux épées Soul Edge au-dessus de sa tête. Il commence à avoir des flashbacks de la nuit de la tempête où son navire fut attaqué et où il fut séparé de ses parents. Le visage souriant de sa mère, les bras puissants de son père, de la nourriture chaude et un lit douillet. Des souvenirs de l'amour de ses parents. Quelque temps plus tard, il se tient sur une falaise avec les épées Soul Edge, se demandant si ses parents sont encore en vie. Dans sa mauvaise fin, la scène change montrant Bangu seul sur une île déserte, en train d'appeler Rock, tandis que ce dernier s'excuse de l'avoir abandonné. Dans sa bonne fin, ses souvenirs se mélangent avec ceux passés avec l'orphelin Bangu. Rock se rappelle de sa petite main agrippant ses manches en fourrure. Au travers du jeune enfant, il oublie sa propre douleur. Peut-être que ses parents sont-ils encore en vie, quelque part, mais ceux de Bangu ne le sont définitivement pas. Rock décide de jeter les épées Soul Edge du haut de la falaise avec un puissant rugissement et hurle le nom de Bangu alors qu'il se prépare à rentrer chez lui. La scène suivante montre Rock et Bangu discutant de leur lien de parenté sur leur terre natale. Rock demande à Bangu s'il se sent seul sans ses parents, ce à quoi Bangu répond qu'il est heureux d'être avec Rock. Lorsque Bangu pose la même question, Rock considère la terre comme son seul véritable parent, car elle lui a donné la vie pour qu'il vive avec Bangu. Bangu est ravi que Rock accepte de rester avec lui pour la vie. La majestueuse armée navale espagnole régnait suprême sur l'océan Atlantique, mais parfois ce n'était pas assez. C'est ici que les corsaires entrent en jeu. Philippe de León était l'un de ces corsaires. Il commandait un fier navire avec une commission spéciale du roi d'Espagne, pillé au nom de l'Espagne. Philippe fit un jour à son fils « Un marin se doit de toujours être fort et doux ». Le jeune Cervantes de León était fier de son père. C'est pourquoi il fut dévasté lorsqu'il mourut à la mer. Un jour, il s'était approché d'un navire anglais avec l'intention de le piller, mais il s'était rendu compte trop tard qu'il s'agissait d'un navire de guerre habilement déguisé. Pris par surprise, son navire fut détruit, et lui avec, et son nom fut effacé de l'histoire. Le jeune homme reçut le chapeau de son père, sa dernière possession. Il décida alors que si c'est ce qui arrivait aux marins qui prêtaient serment d'allégeance à l'Espagne, il y renoncerait et deviendrait pirate. Et ainsi, le pirate Cervantes naquit. Il commença son règne de terreur sur l'Atlantique à bord de son navire l'Adriane, ne montrant aucune merci, pas même pour l'armée navale espagnole. Un jour, il reçut un messager de la part du marchand de la mort, Verci, dans son repère, une auberge appelée The Black Tail. Verci lui demanda de trouver l'épée légendaire Soul Edge. Cervantes rejeta d'abord l'offre, mais finit par accepter. Après un an de recherche, Cervantes trouva finalement des informations indiquant qu'un antiquaire possédait un article étrange, qu'il avait récupéré à une enchère. Il n'y avait aucune preuve que cet article était Soul Edge, mais Cervantes était un pirate, et pouvait trouver une utilité aux marchandises du navire même si Soul Edge n'y était pas. Cervantes concocta un plan pour intercepter le navire lors d'une tempête. Après cette opération, personne n'entendit plus parler de lui pendant plus de 20 ans. Il obtint Soul Edge grâce à ses efforts, et celui-ci finit par le rendre fou, car il avait dévoré sa propre âme et l'avait fait entrer dans un état psychotique de folie, conduisant Cervantes à massacrer son propre équipage sous le pouvoir sombre et malveillant de Soul Edge lui-même. Sa folie le poussa à tuer tous ceux qui venaient chercher l'épée pour leurs propres raisons. Lilong fut le premier à l'affronter pour tenter de s'en emparer, mais il fut vaincu par la puissance écrasante de l'épée. Réalisant qu'il n'était pas assez fort pour vaincre Cervantes, Lilong décida de s'enfuir immédiatement, alors que Cervantes le poursuivait pour tenter de le tuer et d'absorber son âme. Finalement, les efforts combinés de Sophia, Taki et Siegfried conduirent à la défaite et à la mort supposée de Cervantes. Mais ce n'était pas la fin de Cervantes. Dans le mode arcade, après avoir vaincu Soul Edge, Cervantes se réveille dans le port de Valence. Dans sa bonne fin, désormais doté d'un libre arbitre, il est dévasté par ce qu'il a fait à sa ville bien-aimée, et décide de renoncer à sa vie en guise de pénitence.
Il ramasse Soul Edge et utilise son pouvoir pour se désintégrer, lui et l'épée. Dans sa mauvaise fin, Cervantes est également libéré de l'emprise de Soul Edge et est à nouveau son propre maître. Il prend Soul Edge et le pouvoir de l'épée provoque de multiples éclats rouges autour de lui. On le voit ensuite à bord de l'Adriane, disant à son équipage de morts-vivants de lever l'ancre pour qu'il transforme le monde en leur propre paradis infernal. L'équipage prend la mer, laissant derrière lui l'odeur nauséabonde de la mort. À la fin du XVIe siècle, les paysans allemands opprimés se révoltèrent contre le Saint Empire romain germanique. Les forces de ce dernier ayant été affaiblies par les guerres d'Italie, les paysans allemands avaient enfin une chance de se battre. L'un des champions du peuple, un courageux chevalier nommé Frédéric, rencontra et tomba amoureux d'une femme nommée Margaret lors d'une campagne. Ils passèrent la nuit ensemble. Lorsque Frédéric revint, après 9 mois de combat, il rejoignit Margaret qui avait donné naissance à un fils, qu'il nomma Siegfried, en l'honneur du célèbre héros. Au cours des 10 à 15 années suivantes, Frédéric, surnommé le Doux Chevalier, consacra une grande partie de son temps à enseigner l'art de l'épée à son fils. Embarqué pour une croisade à l'étranger, Frédéric promit à Margaret de revenir. Malheureusement, sans les conseils de son père, Siegfried commença à fréquenter un clan d'adolescents délinquants, et devint rapidement le chef de leur bande de hors-la-loi connue sous le nom de Schwarzwind, signifiant vent noir. Dans un élan de fierté nationale, la bande conçut un plan pour attaquer les chevaliers qui avaient déserté les croisades, car ils transportaient forcément des biens précieux et étaient trop lâches pour mériter le respect de toute façon. Cette nuit-là, les Schwarzwind tendirent une embuscade à un groupe de soldats épuisés par la guerre et trop fatigués pour riposter. Siegfried réussit même à tuer le commandant lui-même à l'aide de son Zweihandersfaust, un espadon allemand. Mais alors qu'il tenait la tête coupée du commandant en signe de triomphe, la lumière de la lune éclaira son visage, et Siegfried hurla en réalisant qu'il tenait la tête de son propre père. L'horreur de la situation brisa l'esprit de Siegfried et il prit la fuite dans la forêt. Il perdit de plus en plus la raison, allant même jusqu'à se convaincre que le meurtrier de son père était en fait quelqu'un d'autre que lui. Il était alors déterminé à retrouver l'assassin pour venger la mort de son père. Ayant entendu des rumeurs sur l'invincible Soul Edge, Siegfried en vint à croire que l'assassin de son père ne pouvait être tué qu'avec cette arme. Il se rendit d'abord au château d'Ostrheinsburg, refuge du noble Sir Stefan, qu'il croyait être le détenteur de Soul Edge. Il rejoignit ses forces en tant que Landsknecht, c'est-à-dire un mercenaire, gravissant les échelons dans l'espoir d'acquérir la lame légendaire autoproclamée de Stefan. Lors d'un siège du château, Siegfried vit l'occasion de s'emparer du bien le plus précieux de Sir Stefan, l'épée Grimblade, et le tua s'enfuyant avec elle dans les bois noirs proches du château. Mais cette épée n'avait aucun pouvoir. Frustré, il continua à chercher Soul Edge pendant des semaines, devenant de plus en plus fou et envieux de son pouvoir à mesure que le temps passait. Il réussit finalement à trouver l'arme légendaire Soul Edge à côté du corps vaincu du pirate Cervantes de Leon. Mais au moment où il s'en saisit, le cadavre s'illumina dans un brasier infernal et l'attaqua. Siegfried brandit Faust et vainquit la manifestation de Soul Edge, brisant son épée au passage. Victorieux, il gagna ainsi le droit de manier Soul Edge lui-même. Au moment précis où Siegfried obtint la lame maudite, la graine du mal émana de lui dans un faisceau de lumière qui s'abattit sur le monde entier, n'apportant que mort et destruction. C'est alors que Siegfried entendit la voix de l'épée maléfique qui lui proposa un marché. Siegfried aiderait la lame à se restaurer en rassemblant des âmes, et Soul Edge ressusciterait son père Frédéric. Siegfried accepta et porta la lame dans de nombreux massacres, jusqu'à ce qu'il succombe finalement au pouvoir restauré de l'épée qui le transformèrent en Nightmare, le chevalier d'azur. Dans le mode arcade, après avoir battu Soul Edge, Siegfried s'agenouille. Il regarde la plus grande lame de Soul Edge qui sort du sol et se rapproche d'elle. Dans sa mauvaise fin, Siegfried saisit l'épée et la brandit au-dessus de sa tête en signe de victoire. Mais l'histoire des massacres contenus dans Soul Edge consume la conscience de Siegfried. Il réalise trop tard que les épées maléfiques l'ont envahi et se sont greffées à lui. La scène change sur Siegfried devenu Nightmare, debout sur une falaise surplombant un village allemand. Dans ses mains, 2 épées maléfiques. Dans sa bonne fin, Siegfried hisse Faust au-dessus de sa tête et brise Soul Edge. La scène change et Siegfried se tient au sommet d'une montagne, attristé et incertain de ce qu'il va en faire ensuite. Il semble qu'il soit enfin sorti du déni du meurtre de son père. Sophitia vit à Athènes avec sa famille, une partie de l'Empire ottoman. Fille d'un boulanger grec, elle travaillait dans la boulangerie familiale. Bien que les croyances du peuple aient commencé à changer, les anciens dieux continuaient à vivre dans les arts et la mythologie. Elle avait toujours chéri la culture de son pays et priait souvent la gardienne de la ville, Athéna, la déesse de la sagesse. Ses prières ne furent pas ignorées. Un jour, alors qu'elle se baignait dans une source de la forêt, une lumière éclatante apparut et prit la forme d'un homme. Il lui révéla qu'il était le dieu olympien du feu et de la forge, Héphaïstos, et lui parla de l'épée maléfique Soul Edge.
L'existence d'une lame aussi puissante ferait honte à son nom, puisqu'il ne l'avait pas créée, et que si quelqu'un la découvrait, elle apporterait beaucoup de douleur au monde. Héphaïstos lui ordonna de se rendre au sanctuaire d'Eurydice et de recevoir une arme sacrée, l'épée Oméga, afin qu'elle puisse détruire Soul Edge. Au début, Sophitia était réticente à accepter cette mission sacrée. Comme elle l'avait dit à Héphaïstos, elle n'était que la fille d'un boulanger. Cependant, Héphaïstos insista sur le fait qu'elle pouvait atteindre son but, et Sophitia céda. Après avoir récupéré son équipement, elle se lança dans l'aventure, partant à l'aube. Puisse-t-elle être sous la protection de la déesse de la victoire, Nike. Sophitia finit par retrouver Soul Edge dans un port de Valence en Espagne, et elle combattit son porteur, le terrible pirate Cervantes de León, détruisant l'une des lames jumelées. Cependant, des éclats de l'épée maléfique volèrent avec force sous son coup puissant, la blessant trop gravement pour qu'elle puisse terminer le combat. Alors que Cervantes s'apprêtait à porter le coup de grâce sur Sophitia, une mystérieuse femme ninja, Taki, la sauva et tua le pirate maléfique. Une fois la bataille terminée, Taki porta Sophitia sur son dos jusqu'à sa maison d'Athènes, où la sœur de Sophitia, Cassandra, l'attendait. Cassandra était la seule personne à croire à son histoire à l'époque. Dans le mode arcade, Sophitia appelle Héphaïstos en levant son épée Oméga vers le ciel. Un éclair vient détruire les épées maléfiques, puis Héphaïstos apparaît. Il lui dit qu'elle a bien travaillé. Sophitia lui demande alors de guérir toutes les personnes qu'elle a blessées pendant ses combats, mais il lui répond qu'elles sont déjà guéries et qu'elles ont oublié tout ce qui s'est passé, et lui dit de se reposer. Il prend alors ses armes et les rétrécit pour qu'il puisse tenir dans la paume de sa main. Ensuite, les 12 dieux du panthéon grec apparaissent et la remercient pour son courage. Dans sa mauvaise fin, Sophitia marche dans une forêt tandis que les oiseaux chantent et se posent sur elle. Le temps a passé, mais Sophitia ressent toujours les yeux aimants des dieux anciens se poser sur elle. Dans sa bonne fin, Sophitia est en maillot de bain et se baigne dans un lac de la forêt. Elle entend quelque chose puis éclabousse la caméra. Alors là, il faut m'expliquer le choix scénaristique. Ce personnage n'a pas de cinématique dans le mode arcade et ne quitte jamais la Corée canoniquement. Il va y avoir un peu de redite mais ça sera de son point de vue donc je trouvais ça un peu intéressant. Il est le père de Songmina et le tuteur de Wang. Maître de son propre dojang en Corée, il est très doué pour les arts martiaux. Ayant perdu sa femme et son fils à cause d'une maladie, il s'inquiète énormément au sujet de Songmina. C'est pourquoi il lui a appris à se défendre. Talentueuse, elle finit par le surpasser lui-même dans la maîtrise du Guan Dao. Malgré tout, peut-être à cause des mœurs de l'époque ou par désir de protection, il préférait que sa fille se marie et reste tranquille en Corée. Un jeune orphelin faisant partie de son dojang appelé Wang Songbyong lui tapa dans l'œil pour son talent dans l'art martial. Il vit en Wang une opportunité de récupérer son fils et songea à l'adopter. Avant qu'il n'ait le temps de lui proposer, Wang s'engagea dans la défense côtière du pays. Lorsqu'il revint au dojang, une nouvelle mission lui avait été confiée par l'ami d'enfance de Han Myong, l'amiral Yu Sun-sin, afin de retrouver l'épée du salut. Voulant lui montrer son appréciation, Han Myong proposa à Wang d'emporter son épée fétiche Mountain Breaker. Wang refusa, mais accepta de prendre la Blue Storm, l'un des trésors familiaux de la famille Song. Mina avait entendu toute leur conversation. Han Myong savait qu'elle n'avait pas été admise à la défense côtière à cause de son genre. Le jour suivant, alors qu'elle essayait de se faire la malle discrètement, Han Myong l'arrêta. Mécontent d'apprendre qu'elle essayait de partir à la recherche de l'épée du salut, il la réprimanda et lui ordonna de rentrer à la maison. Mais elle le poussa hors de son passage et s'enfuit. Peu de temps après, la nouvelle de l'invasion imminente de la Corée par le Japon se répandit et la plupart des élèves du dojang furent mobilisés par la défense côtière. Apprenant la nouvelle, Wang écourta ses recherches et revint immédiatement au pays, traînant Songmina derrière lui. Han Myong punit Mina avec un entraînement très strict, rêvant d'un jour lui léguer le dojang. Remerciant Wang pour son aide, il trouva enfin le courage de lui demander de devenir son fils adoptif, mais l'offre fut poliment déclinée. Soul Edge. Soul Edge est un personnage jouable bonus qui, bien que ce ne soit le cas que plus tard dans la série, est souvent appelé Inferno. Il est la manifestation anthropomorphe de l'épée démoniaque. Je ne vais pas trop m'attarder sur son histoire canon puisqu'elle est déjà racontée par le biais de Sophitia, Taki, Siegfried, Cervantes ou encore Rock. Il est cependant possible de finir le mode arcade avec ce personnage, résultant en une cinématique de fin non canon où Soul Edge plonge dans les eaux du port de Valence et n'est retrouvé que 400 ans plus tard au XXe siècle. La plongeuse découvrant l'épée saisit la poignée, se faisant posséder par celle-ci, causant sans aucun doute une nouvelle catastrophe dans le monde contemporain. Et voilà l'histoire complète de Soul Blade. J'ai essayé d'être assez exhaustif dans les détails, je me suis basé sur le wiki et le manuel du jeu, donc ça devrait être assez complet. Dans le prochain épisode, nous aborderons la suite Soul Calibur et les effets dévastateurs de la graine du mal sur le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner. Retrouvez-moi également sur Twitch tous les soirs à 21h. Ciao.